Attaque de Goma, ce que l'agent de Paris s'attendait le moins et l'agent otanienne s'attendait le moins, c'était la prise de conscience de la jeunesse congolaise. Qui aurait imaginé que la réaction de la jeunesse congolaise allait être tellement rapide et de façon coordonnée, ordonnée et responsable face à ce qui se passe à Goma actuellement. Parce que il faut reconnaître qu'il y a toujours un deal entre les politiciens, compte tenu du fait qu'on voit que le président Tshisekedi hésite à prendre une décision toujours pour faire des menaces pour une guerre totale, menace toujours Paul Kagame qui ne fait qu'ajouter et à renforcer les rebelles avec les méthodes qu'il ne fallait pas, des méthodes atroces, radicales pour mener à bien les opérations. Et sur le territoire congolais contre l'État du Congo en voulant arracher coûte que coûte Goma pour des raisons économiques, pour son sous-sol qui est très riche et afin de pouvoir agrandir son territoire qui ne dépasse que les 26 000 km. Parce que les raisons avancées de part ou d'autre part, c'est ce qu'il dit, c'est de dire qu'il y a des Tutsis qui occupent ce territoire de Goma. Territoire congolais de Goma qui, voilà, essentiellement habité par des gens qui parlent le Tutsi et souvent le Hutu. Voilà. Donc, selon lui, c'est son ethnie, c'est de là-bas que lui il est venu. Effectivement, c'est de là-bas qu'il a préparé sa rébellion, s'entraîner avant de venir prendre le pouvoir au Rwanda. Maintenant, vu le territoire, la superficie qui est tellement petite, il a fallu aussi essayer de voir comment brader et retirer au plus vaste territoire de 2 millions de kilomètres carrés, qui est le Congo RDC, afin de pouvoir élargir son territoire, qui est le Rwanda. Mal lui est pris, ils n'ont pas compris que dans ce deal, le peuple allait se réveiller. Et le réveil du peuple a été très douloureux pour l'impérialisme à travers le monde. Car c'est toute l'Afrique aujourd'hui qui est en ébullition. L'Afrique tout entière est rentrée en ébullition. Il faut ajouter que les pays de l'AES qui fêtent leur premier anniversaire aujourd'hui pour la souveraineté retrouvée, et devoir de redevabilité envers les autorités, et voilà, c'est ce qui a été recommandé pour appeler la population dans son ensemble à sortir, manifester leur joie pour le fait que la décision qui a été prise émane du peuple qui en a multiplié des manifestations au préalable. Maintenant, si nous retournons au Congo, nous verrons que le Congo, ce qui s'est passé, m'a personnellement surpris parce que je n'imaginais pas que la jeunesse allait pouvoir répondre de façon spontanée et envahir les rues parce que les politiciens pensaient que cela allait passer comme une lettre à la poste. Voilà maintenant qu'ils ont tenté d'aller voir ce qu'ils allaient pouvoir faire devant l'ambassade des États-Unis qui a été bien quadrillée, heureusement pour eux, et rien ne fut fait. Mais l'ambassade, pour ce qui est l'ambassade du Rwanda, que vous pouvez voir en vidéo, ça a été pris en sandwich et les flammes, on peut voilà, apercevoir. C'est une feu avec des sons, on a l'impression que c'est des balles qui sont passées dans l'incendie. Mais de là-bas, ce qui a été le plus marquant, c'est l'ambassade de la France qui a été prise en partie. Cela marque la volonté populaire à vouloir garder jalousement son territoire, avoir le contrôle de son territoire. Mais je savais très bien que si le Congo, les peuples congolais avaient pris cette initiative depuis très longtemps, depuis les années 60-70, ou même, disons, autour des années 2000, on n'en serait pas là. Mais je crois que c'est le début du commencement. Le peuple a compris que c'est sa voix qui compte, c'est le peuple qui légitime tout, c'est le peuple qui a droit à la légitimité et l'administration a droit à la légalité. Mais la légitimité prime toujours sur la légalité. Donc vous voyez maintenant que la stratégie mal inspirée de ce que dit, qui amène fois à avoir repris les mêmes propos de menace, de rentrer à une guerre totale contre une population de 445 000 personnes qui arrivent avec 2000 soldats, mais nous le savons très bien que ce sont les partenaires, ceux qui se disent des partenaires du Congo, qui sont derrière tout cela. On ne peut accepter, on ne peut être possible, du point de vue militaire, que 4000 à 5000 personnes puissent mener de telles opérations de grande envergure et pouvoir faire pousser une armée. Ça, c'est pas possible. Il faut savoir également que l'armée qui
là-bas est composée de personnes de toute acabit. Notamment, ils sont téléguidés. Les instructeurs sont des Français qui sont bien connus. Et également, ceux pour qui l'armée devrait compter, c'était les Bulgares, les Roumains, qui font partie également de l'Union européenne ou de l'OTAN. Donc, vous voyez que c'est l'OTAN qui est derrière tout ça avec l'Union européenne pour retirer le sol des Congolais afin de pouvoir le mettre à la disposition de Karamé qui, depuis lors, tire sur la ficelle en pillant les ressources et qui fait sortir pour aménager un temps soit son pays. Et sa garde pétrolienne qui est là, il essaye de leur donner de quoi aussi à pouvoir l'oisiveté au sein de la population, faire la belle vie, la Java, partout et construire voilà, sur les côtes Azur et avoir des appartements dans les belles coins. Comme ceux-là sont habités, ils sont habitués à la facilité, ok, le pays, le Rwanda est très petit, donc c'est difficile de puiser dans les ressources du Rwanda pour pouvoir mener le train de vie qu'ils se sont octroyés durant ces années de prise du pouvoir. Donc il va falloir trouver un moyen, et c'est ce moyen, c'est de pouvoir voler, puiser les ressources de ce pays en terres rares, coltan, colbate, or, diamant, tout ce que vous connaissez de très bien se trouve là-bas. Donc, de cet aspect, on voit également que ceux qui ont toujours dit au peuple congolais qui sont partenaires, ils n'ont jamais été, vu que leur stabilité, l'existence même de leur pays est menacée, on n'entend pas la réaction tant voulue, la réaction et les accords, soit dits de défense, des accords militaires de sécurité et autres, on ne les attend pas, on n'attend personne parler pour essayer de défendre, ne serait-ce qu'un temps soit peu, ce pays afin de pouvoir se relever. Maintenant, il faut reconnaître également que ce qui a poussé l'État à être désarmé, ce qui empêche l'État aussi de pouvoir s'armer, c'est la présidence de l'ONU qui reconnaît partiellement que ce sont des rebelles. C'est ce que les Barbara qui étaient ici, Barbara Manzi qui était au Burkina Faso ici, qui est le représentant des Nations Unies, plus de autres, avaient tenté de vouloir faire en voulant donner un autre narratif sur l'appellation qu'on pouvait donner aux groupes terroristes, c'était de pouvoir les faire appeler des hommes en armes ou pouvoir leur attribuer le statut de rebelle. Avec ce statut de rebelle, un État n'a plus le droit de pouvoir s'acheter des armes qu'il faut, adaptées à la réalité du terrain pour pouvoir combattre les forces du mal. Donc les terroristes devraient avoir ce statut et cela allait mobiliser et c'était eux-mêmes qui allaient trouver des résolutions auprès de l'ONU qui allaient sanctionner le Burkina et les autres États à ne plus pouvoir s'acheter certains types d'armes. Parce que quand on fait la guerre à des rebelles, il y a des types d'armes qu'on ne peut pas utiliser tels que les drones Akensi. Voilà, donc puisqu'on suppose que c'est des Burkinabés, c'est des Congolais, voilà, comme tant d'autres, mais il y a un manquement, il y a un désaccord sur un certain nombre de points. Donc, pour cela, ils ne peuvent pas les exterminer, puisqu'il doit y avoir une table voilà, auquel les gens pourront s'asseoir et puis se comprendre. C'est ce qu'ils proposent. Et de l'autre côté, ils mettent le feu, ils ajoutent de l'huile sur le feu pour les amener à entamer ce qu'ils ont comme l'intention cachée derrière toute cette appellation ou toute cette démarche, voilà, afin de garantir la présence non seulement de l'ONU, depuis ces vingtaines d'années sur le sol congolais et c'est ce que l'image de ce qui devrait arriver en fait chez nous au Burkina Faso. Maintenant, l'armée congolaise est désarmée, c'est parce qu'il y a des embargos sur l'achat de certains types d'armes, comme on pouvait aussi bien le voir du côté de la Centrafrique. La Centrafrique a bataillé dur pendant plus d'une dizaine d'années et je crois que c'est en 2024 qu'ils ont pu obtenir quelques fenêtres ouvertes pour les permettre d'avoir quelques types d'armes qu'ils devraient pouvoir acheter pour la défense de la patrie. Donc, on désarme une armée et l'empêcher de pouvoir se défendre convenablement, surtout qu'avec le programme d'ajustement structurel La Passe, qui a été à l'origine de ce terrorisme que nous vivons. Au départ, ça a été une guerre économique. Tout est accentué sur l'économie, obliger les États à privatiser les entreprises, obliger l'État à orienter ses dépenses militaires vers d'autres secteurs qui n'en valaient pas la peine et empêcher les FMI, les fonds à donner de l'argent à ces États pour pouvoir s'armer. Or, pourtant, dit-on que sans un État, sans une armée forte, n'est qu'un rune de l'arme, donc ce n'est rien. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, connaissant très bien notre capacité militaire, connaissant très bien ce que nous avons en notre sein, et donc ils pouvaient faire tout ce qu'ils veulent parce que celui qui connaît les normes d'armes et ta capacité de feu, ta puissance de feu, peut quand même s'adapter en ça et pouvoir t'attaquer.
Donc maintenant, vous voyez que lui, il a essayé maintenant de rentrer autrement, qui est Tshisekedi est allé avec le schéma de le clown qu'on trouve en Ukraine, Zelensky. Il est allé, il s'est attaqué à la région de Kiseni et de Rubavu. Voilà, donc c'est les deux régions qu'il est allé indexer sur le territoire rwandais. Donc, vouloir tenir des négociations maintenant. Mais je pense que c'est du poudre aux yeux. C'est pour faire endormir encore la population afin qu'il oublie voilà, cette défaite, cette débâcle militaire et politique afin de pouvoir mener sereinement des opérations frauduleuses de pillage et de renflouer les caisses de la gente macronienne et la gente anglo-saxon. Voilà, donc vous voyez que c'est du faux fiant. Cela ne peut pas être considéré en aucun cas comme une stratégie adaptée à vouloir protéger l'intégrité et l'intégralité de son territoire. C'est du faux fiant, encore une fois de plus, parce que si tu es attaqué, au point où tu es attaqué, pour prouver la bravoure des FARDC, il faut leur donner les moyens conséquents qu'il le fallait. C'est à partir de ce point, vous menez la contre-offensive jusqu'à ce que l'ennemi se retranche, jusqu'à poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. C'est ce qui devrait se faire. Et cela va servir de leçon et ça va être une menace pour les forces de mal tapis dans l'ombre qui ont autre intention cachée à revenir sur les mêmes faits. Donc, je dirais ici que bravo à la jeunesse congolaise, bravo au FARDC de voir et de savoir prendre les responsabilités au moment voulu et de mettre fin à ce débâcle militaire, à cette humiliation et répétée voilà, face à une petite armée, même quelle qu'elle soit. On sait très bien que si vous avez les armes qu'il le faut, vous allez pouvoir le faire. Mais vous ne devrez plus accepter ce genre d'humiliation venant d'un petit pays qui n'en valait pas la peine. Bravo encore à tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons.